Bonsoir. Ici, tu trouveras des histoires inspirées de faits réels, d'autres entièrement fictives. Certains récits parleront d'enquêtes étranges, d'expériences humaines, de mystères de la science. D'autres te ramèneront dans le passé, là où l'histoire elle-même semble murmurer des secrets oubliés. Et si cette expérience te plaît, si tu veux soutenir la création de ces histoires, pense simplement à t'abonner. L'appel du passé. On dit que certains lieux ne se contentent pas de vieillir, qu'ils se souviennent. L'asile de Ravenswood faisait partie de cela. Perché sur une colline, à quelques kilomètres d'une petite ville oubliée, l'établissement avait fermé ses portes il y a plus de 30 ans. Depuis, les habitants évitèrent d'en parler, comme si le simple fait de prononcer son nom pouvait réveiller quelque chose. Pour d'autres, c'était juste un vieux bâtiment abandonné, un décor parfait pour les rumeurs et les légendes urbaines. Mais pour Elias Warren, journaliste d'investigation en quête d'un sujet fort, Ravenswood représentait une opportunité. Depuis plusieurs mois, il travaillait sur un livre, Les murs du silence, une enquête sur les anciens hôpitaux psychiatriques et les méthodes controversées utilisées au siècle dernier. Et lorsqu'il reçut un message anonyme lui proposant d'accéder aux archives internes d'un asile jamais documenté, il n'hésita pas longtemps. Le message était court, presque administratif. Si vous cherchez la vérité, venez à Ravenswood. Les dossiers n'ont jamais été détruits. Aucune signature, aucune explication, juste un lieu et une date. Elias savait que c'était risqué, mais la curiosité, chez lui, avait toujours été plus forte que la prudence. Le soir même, il consulta les rares articles disponibles. Des rapports de fermeture floue, des témoignages incohérents, des mentions de traitements expérimentaux menés sans supervision. Mais ce qui attira le plus son attention, c'était le nom du dernier directeur de l'établissement, le docteur Malcolm Weiner. Un nom qu'il connaissait, un homme dont il avait lu les travaux, des années auparavant. Des articles fascinants sur la psychologie du trauma, mais aussi des rumeurs de manipulation mentale. Elias se demanda si c'était une coïncidence. Il n'en était pas sûr. Quelques jours plus tard, il prit la route, son vieux magnétophone sur le siège passager, un carnet de notes et une caméra dans son sac. La route vers Ravenswood serpentait entre les collines et les forêts. Plus il avançait, plus le brouillard s'épaississait. À la radio, un vieux morceau de jazz grésillait faiblement, comme une présence familière dans un décor qui ne l'était pas. À mesure qu'il approchait, les panneaux de signalisation devenaient rares, puis plus rien. Juste la route et le bruit du vent. Lorsqu'il aperçut enfin la grille principale de l'asile, Elias coupa le moteur. Devant lui, le portail rouillé oscillait doucement sous la brise. Il sortit de la voiture, carnet en main. Sur la pierre d'entrée, une inscription à demi effacée. Ravenswood State Hospital, 1896. Il leva les yeux vers la façade. Les fenêtres brisées ressemblaient à des orbites vides. Et pourtant, quelque chose, dans ce silence, semblait l'appeler. Un bruit sec retentit soudain, comme un claquement métallique. Elias se retourna. Personne. Son cœur battait un peu plus vite. Il se force à sourire. « C'est juste le vent », pensa-t-il. Toujours le vent. Il avança lentement, franchissant le portail. L'air à l'intérieur semblait plus froid, presque figé. Il nota tout, les marques de pas récentes dans la poussière, les papiers éparpillés, et surtout, cette porte entr'ouverte au fond du hall principal. Sur la poignée, un papier plié en deux. « Bienvenue, monsieur Warren ». Son sang se glaça. Comment savait-il qu'il viendrait? Il resta immobile un moment, le souffle suspendu entre peur et fascination. Puis, lentement, il ouvrit la porte. Derrière, une lampe vacillante, une table, 2 chaises et un dossier cartonné au centre. Sur la couverture, une seule phrase. Contrat d'écriture, projet Ravenswood. C'est là que tout a commencé. Chapitre 1. Le contrat. J'ai longtemps cru que certains endroits parlaient quand personne n'écoutait. Ce n'est pas une métaphore élégante que je balance pour faire joli. C'est une sensation physique. Un poids dans l'air, une mémoire qui colle au mur et refuse d'être balayée. Ravenswood avait cette présence-là. Même sur les photos,
Même à distance, le bâtiment semblait retenir son souffle. Je m'appelle Elias Warren. J'écris pour vivre depuis des années. D'abord des reportages, puis quelques livres. J'avais rêvé d'embrasser des sujets plus grands, plus lourds. La vie, souvent, te rend patient. Et puis un message arrive, comme une porte qui grince à la nuit, et quelque chose en toi se redresse. Le courrier était simple. Une enveloppe sans expéditeur, mon nom tapé, et à l'intérieur une lettre courte, presque cérémonieuse. On me proposait d'aller à Ravenswood, d'accéder aux archives, d'écrire un livre. Pas une commande journalistique classique. On parlait d'écoute, de rendre une voix à ceux que le temps a effacés. Aucun nom de commanditaire, juste une invitation. Pas d'adresse précise, juste une heure et un lieu. Le port d'Easton, à l'aube. Je relus la feuille plusieurs fois, plus pour me convaincre que pour comprendre. Je n'étais pas naïf. J'ai regardé les dates, fouillé les mentions, tapé Ravenswood Asylum dans des bases de données poussiéreuses. Des rumeurs, fermeture dans les années 70, dossiers classés, des interrogations restées sans réponse. Quelques rares articles évoquaient des traitements expérimentaux, des incidents non documentés. L'histoire, quand elle n'est pas claire, engendre des trous où le sublime s'engouffre. Mon dernier livre avait déçu, je le savais. L'offre sonnait comme une seconde chance, ou comme un piège. Je finis par répondre. Quelques jours plus tard, on m'envoya le contrat. Pas de nom visible sur l'enveloppe, seulement l'entête, projet Ravenswood. 6 pages imprimées sur un papier que l'on imagine jauni par le temps. Le titre au centre de la première page, contrat d'écriture, projet Ravenswood. J'ouvris et lus. Les clauses semblaient banales à première vue. Honoraires, durée. Puis, au bas d'une page, une phrase qui me fit relever la tête. Aucune photographie, aucun enregistrement, aucune sortie non autorisée de l'île avant la fin du séjour. Ce n'était pas formulé comme une recommandation. C'était une condition qui pesait comme une règle. J'écrivis sur le coin de la page les questions qui me venaient. Pourquoi l'interdiction d'enregistrer? Pourquoi verrouiller une île entière derrière des souvenirs? Mais la signature à apposer en bas de la dernière page brillait d'un argument plus concret. Couverture totale des frais, accès intégral aux archives et une somme capable de remettre à flot un auteur à court d'élan. J'avais besoin d'argent. J'avais besoin d'une histoire. Le trajet vers le port fut long. Le ciel avait ce gris plat qui étire les heures. La route traversait des villages aux devantures fermées, comme des bouches muettes. Je me souvenais, plus jeune, avoir pensé que l'écriture était un luxe, un jeu de lumière. À présent, c'était surtout un travail. Mais l'idée d'un lieu où la mémoire restait vivante me réveillait. J'emportais mon carnet, un magnétophone, que j'eus soin de remettre dans son étui mais sans l'allumer, et une lampe. Des gestes de prudence et une curiosité brûlante en dessous. Le bateau pour Ravenswood n'était pas un ferry moderne, mais une embarcation robuste qui tanguait comme si elle se souvenait des tempêtes. L'homme qui tenait la barre parla peu. À un moment, quand je plaçai mon dossier sur mes genoux, il murmura « Ceux qui restent rentrent rarement comme ils sont partis. » Je n'ai pas souri. J'ai pensé que c'était la mer qui rendait les gens mélancoliques. Pourtant, ses yeux trahissaient une inquiétude que je ne réussis pas à balayer. L'île émergea de la brume comme un souvenir massif. Pin noir, falaises abruptes, et sur la crête, la silhouette de Ravenswood. Le bâtiment dominait tout, massif, indifférent. Il y avait des passerelles, des toits brisés, et cette tour centrale qui semblait veiller. À l'approche, le quai apparaissait, usé. 2 hommes en blouse blanche m'attendaient. Ils ne souriaient pas. Ils ne firent pas de commentaires. Ils me conduisirent à travers une allée boueuse, jusqu'à l'entrée principale, où une vieille plaque marquait encore « Ravenswood State Hospital », fondé 1896. Les lettres étaient rongées par le temps. Le bureau où je fus introduit était étonnamment habité. Des étagères chargées de livres, une lampe à huile, des tasses anciennes sur un plateau. Il y avait une chaleur artificielle, une tentative de confort qui me donna l'impression d'un théâtre soigneusement préparé. On m'installa face à un fauteuil et on me remit le dossier officiel, le programme du séjour, les noms des rares personnes encore présentes sur l'île.
les heures possibles d'accès aux archives. Chapitre 2. Les premières anomalies. Les premiers jours à Ravenswood se sont déroulés dans un silence pesant. Je n'avais jamais connu un endroit aussi calme, ni aussi oppressant. Même la mer, tout autour de l'île, semblait retenir son souffle. Le vent frappait les vitres sans bruit, comme étouffé par les murs anciens. Ma chambre se trouvait au 3e étage, dans l'aile est. Petite, austère, mais propre. Un lit de métal, une table, un miroir terni. Et cette fenêtre étroite qui donnait sur la mer. La première nuit, je suis resté des heures à regarder les vagues s'écraser sur les rochers en contrebas. Elles semblaient toujours frapper au même rythme. Un battement régulier, presque humain. Je me souviens avoir pensé, c'est comme si l'île respirait. Le matin, le docteur Harland est venu me voir. Toujours impeccable, le regard dur, les gestes précis. Il m'a fait visiter une partie de l'établissement. Les dortoirs, la salle commune, le réfectoire, les bureaux du personnel. Rien d'anormal en apparence. Mais j'ai remarqué quelque chose. Les patients semblaient trop calmes. Pas un cri, pas un murmure, pas un rire. Juste des silhouettes blanches, silencieuses, qui fixaient le vide. À un moment, j'ai demandé « Ils sont tous sous sédatifs ?» Harland a marqué une pause avant de répondre. Disons qu'ici, nous avons nos méthodes pour maintenir la paix. Je n'ai pas insisté, mais au fond de moi, cette phrase a résonné longtemps. Le 3e jour, j'ai décidé de commencer mes recherches dans les archives. C'était une petite pièce au sous-sol, qui sentait la poussière et l'humidité. Des étagères entières remplies de dossiers, diagnostics, lettres, journaux, rapports d'incidents. Je me suis installé à une table avec un vieux ventilateur qui ronronnait dans un coin. Pendant des heures, j'ai lu des comptes rendus médicaux. Des pages et des pages de douleur, de délire, de traitements expérimentaux. Ravenswood avait ouvert ses portes en 1902. À l'époque, c'était un hôpital militaire, transformé plus tard en asile psychiatrique. Mais une grande partie de ses archives avait été détruite dans un incendie. Du moins, c'est ce qu'on m'avait dit. Pourtant, en feuilletant un dossier jauni, j'ai remarqué des traces de brûlure sur les bords, comme si on avait voulu sauver juste ces quelques pages. Et sur l'une d'elles, un nom revenait à plusieurs reprises. Patient 43B, pas de photo, pas d'âge. Juste un commentaire griffonné en marge. Toujours conscient, toujours là. Ce soir-là, en regagnant ma chambre, j'ai croisé une infirmière. Elle s'appelait Margaret, une femme d'une 50aine d'années, au regard doux mais fatigué. Elle m'a salué poliment, puis m'a demandé si je dormais bien. Je lui ai répondu que oui, mais que j'entendais parfois des bruits dans le couloir la nuit. Elle a baissé les yeux et m'a murmuré « Ici, les murs gardent tout. Ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient. » Puis elle s'est éloignée, sans ajouter un mot. Cette nuit-là, j'ai laissé mon dictaphone allumé, juste pour vérifier. Au matin, quand j'ai écouté l'enregistrement, j'ai cru que l'appareil déraillait. Un souffle, régulier, et à un moment, très distinctement, une voix chuchotée. « Tu ne devrais pas rester. » Je me suis repassé l'extrait au moins 10 fois. La voix était grave, presque déformée. Mais ce n'était pas mon imagination. Le lendemain, à la cafétéria, j'ai parlé de tout ça à un collègue, un jeune infirmier nommé Thomas. Il m'a écouté sans m'interrompre, puis a souri nerveusement. Les nouveaux entendent toujours des choses au début. C'est normal. Cet endroit joue avec la tête. Je lui ai demandé s'il croyait aux rumeurs, à ces histoires de disparition d'employés. Il a haussé les épaules. Je crois surtout qu'il vaut mieux suivre les règles ici. Quand on les respecte, rien de grave n'arrive. Cette phrase m'a glacé, parce qu'elle m'a rappelé quelque chose. Une idée que je n'arrivais pas à formuler. Le soir, en rangeant mes notes, j'ai retrouvé dans ma valise une feuille pliée en deux. Je n'avais jamais vu ce papier avant, mais l'écriture me semblait familière. Elle disait simplement « Souviens-toi des règles ». Et en dessous, 6 lignes numérotées, presque identiques à celles de l'histoire de Julien, celle de l'appartement. Je suis resté figé devant ces mots pendant de longues minutes. C'était impossible. Personne ici ne pouvait connaître cette histoire.
Et pourtant, le texte était là, dans ma propre écriture. À partir de ce moment-là, tout s'est accéléré. Les anomalies sont devenues plus nettes. Les visages des patients semblaient changer subtilement d'un jour à l'autre. Certains disparaissaient sans qu'on en parle. Et dans les couloirs, la pendule du 2e étage s'arrêtait toujours à la même heure, 2h17. Un soir, j'ai décidé de vérifier. Je me suis caché dans l'ombre du couloir, à quelques mètres de l'horloge. Quand l'aiguille des minutes a atteint 2h17, un déclic sec a retenti. Puis, derrière moi, un bruit. Un pas. J'ai tourné la tête. Personne. Mais j'ai senti un souffle chaud sur ma nuque. J'ai reculé lentement, le cœur battant. Et j'ai vu, à l'extrémité du couloir, une silhouette, debout, immobile, comme dans le noir le plus complet. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement murmuré « Qui êtes-vous » Silence. Puis la silhouette a levé lentement la main et m'a montré la porte de ma chambre, celle qui, quelques minutes plus tôt, était fermée. Elle était maintenant grande ouverte. Chapitre 3. Les voix du couloir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. L'île semblait me murmurer quelque chose. Le vent passait entre les murs de pierre et faisait vibrer les volets de ma chambre comme s'ils essayaient de m'avertir d'un danger. Je me suis levé avant l'aube, incapable de rester au lit. Le docteur Holloway m'avait donné l'autorisation de circuler librement dans les couloirs principaux, à condition de ne pas déranger les patients. Je me suis donc aventuré dans le couloir est, celui que le gardien, Thomas, m'avait conseillé d'éviter. Là-bas, on entend parfois des choses qu'on ne devrait pas entendre, m'avait-il dit en me lançant un regard fuyant. Je croyais à une simple superstition d'employés isolés, jusqu'à ce matin-là. Le couloir était long, faiblement éclairé par des lampes jaunâtres fixées au plafond. Chaque pas résonnait comme un écho dans une cathédrale vide. Les portes, alignées de part et d'autre, portaient des numéros gravés à la main, certains presque effacés. Je me suis arrêté devant la porte 27. Une odeur étrange s'en dégageait, un mélange d'humidité, de désinfectant et de quelque chose d'indéfinissable. Métallique. J'allais reprendre ma marche quand j'ai entendu une voix. Faible, tremblante. Elle venait de derrière la porte. « Docteur, est-ce l'heure du traitement ?» J'ai figé. Ce n'était pas le ton d'un fou, ni d'un patient en crise. C'était une voix lucide, pleine de peur. Je me suis penché, sans répondre. Puis j'ai entendu un frottement, comme si quelqu'un traînait ses doigts contre la porte. Un murmure a suivi, presque inaudible. « Ils ne veulent pas qu'on parte. » Mon cœur s'est serré. J'ai reculé d'un pas, mais à ce moment-là, la lumière au plafond a vacillé et un bruit sec a retenti derrière moi. Je me suis retourné brusquement. Le couloir était vide, mais au sol, une clé. Une vieille clé en fer, avec un petit ruban rouge attaché à l'anneau. Je l'ai ramassée, hésitant à la glisser dans ma poche. Je savais que je n'aurais pas dû, mais ma curiosité était plus forte que la prudence. Cette clé avait l'air d'appartenir à une époque où l'asile n'était pas encore modernisé. Peut-être ouvrait-elle une salle oubliée. Ou pire encore, une cellule qui n'aurait jamais dû être rouverte. Un bruit de pas derrière moi m'a fait sursauter. C'était le gardien, Thomas. Il m'a lancé un regard sévère. « Vous ne devriez pas être ici, monsieur Warren. » Je lui ai montré la clé. Il a pâli. « Où avez-vous trouvé ça ?» Je lui ai répondu que je l'avais trouvée par terre, mais il m'a coupé. « Ne dites rien au docteur Holloway. Et surtout, ne cherchez pas à savoir à qui elle appartenait. » Sa voix tremblait. Il s'est éloigné rapidement, me laissant seul avec mes questions. Je suis resté là, quelques secondes, à écouter le bruit de ses pas s'éteindre. Puis, lentement, j'ai tourné la clé dans ma main. Le métal était froid, presque glacial, comme s'il avait gardé en lui la mémoire de ce qu'il avait enfermé. De retour dans ma chambre, j'ai essayé de reprendre mes notes, mais impossible de me concentrer. Dans un coin du papier, j'ai écrit « Couloir Est, porte 27, voix féminine, clé rouge ». J'ai reposé mon stylo et fixé la fenêtre. Au loin, la mer semblait immobile, figée dans un silence étrange. Et pendant un bref instant, j'ai cru entendre à nouveau ce murmure, porté par le vent. « Ils ne veulent pas qu'on parte. »
Je me suis demandé si je n'étais pas déjà devenu un des leurs. Chapitre 4. La salle 9. Le lendemain matin, un brouillard épais recouvrait Ravenswood. Depuis la fenêtre de ma chambre, je distinguais à peine les bâtiments voisins. Le silence était total, pesant, presque oppressant. Même les cris lointains des patients avaient disparu. Je n'arrivais pas à me sortir de la tête la clé trouvée dans le couloir est. Je l'avais cachée dans la doublure de ma veste, par précaution. Quelque chose me disait qu'elle était liée à ce que le gardien voulait me taire. Je décidai donc de mener ma propre enquête, discrètement. Après le petit déjeuner, je croisai le docteur Holloway dans le hall principal. Toujours impeccable dans son costume gris, il m'adressa un sourire froid. « Alors, monsieur Warren, comment se passe votre séjour parmi nous ?»« Fascinant, » répondis-je, essayant de masquer ma fatigue. « Vos patients ont des histoires saisissantes. » Il eut un léger rire. « Oh, ici, tout le monde a une histoire. Mais certaines ne devraient jamais être racontées. » Ces mots restèrent gravés dans mon esprit. Je pris cela comme une invitation à creuser plus profondément. Dans l'après-midi, je retrouvai Thomas, le gardien, près des cuisines. Il semblait nerveux. Je lui demandai directement « Tu connais la salle 9 ?» Il se figea. Ses mains se crispèrent sur son trousseau de clés. « Qui t'a parlé de ça ?» Je lui montrai discrètement la clé au ruban rouge. Il pâlit aussitôt. « Range ça, Elias, je t'en supplie. Dis-moi au moins ce qu'il y a là-bas. » Il détourna le regard, puis murmura « Ce n'est pas une salle. C'est un souvenir qu'on a préféré enfermer. » Avant que je puisse en dire plus, il partit précipitamment, laissant tomber une petite carte sur le sol. Je la ramassai. C'était un plan partiel de l'asile. Et au fond du bâtiment B, entouré d'un cercle rouge, la salle 9. La nuit tomba rapidement. Je pris ma lampe torche et descendis par l'escalier de service, évitant les gardes. Le plan à la main, j'avançai dans le dédale de couloir. L'air devenait de plus en plus lourd, chargé d'humidité et d'une odeur rance. Enfin, je trouvai la porte. Salle 9, gravée dans le bois, presque effacée. Je pris une grande inspiration et sortis la clé. Elle entra parfaitement dans la serrure. Un déclic métallique résonna dans le silence. À l'intérieur, une pièce minuscule, éclairée par une seule ampoule suspendue. Des murs gris, tachés de moisissures. Mais surtout, des dessins. Des dizaines de dessins, griffonnés sur les murs avec du charbon. Des visages. Des silhouettes sans yeux. Et au centre, un grand cercle, avec des symboles étranges tout autour. Je m'approchai, fasciné et terrifié à la fois. Au sol, un vieux carnet. Je l'ouvris. Les pages étaient couvertes d'une écriture tremblante, parfois illisible. Mais un nom revenait sans cesse, Dr. Elias Holloway. Et en dessous, une phrase répétée encore et encore, comme une prière ou une confession. Il les entend encore. Un bruit sec retentit derrière moi. J'éteignis ma lampe par réflexe. Quelqu'un venait d'ouvrir la porte. Une ombre se glissa dans la pièce. Je sentis ma respiration s'accélérer. « Je t'avais dit de ne pas venir ici. » C'était Thomas. Sa voix tremblait. Il referma la porte derrière lui et me prit par le bras. « Tu veux savoir la vérité ?» murmura-t-il. « La salle 9, c'était celle du docteur Holloway avant qu'il ne devienne directeur. » Je restai figé. « Avant ?» Il hocha la tête. « Oui, avant qu'il perde la tête. Avant qu'il le déclare guéri. » Je sentis un frisson glacé me parcourir. Thomas se pencha et ajouta d'une voix presque inaudible « Ici, on soigne ceux qu'on ne veut plus voir. Et parfois, on les nomme docteurs. » Avant que je puisse répondre, un bruit de pas résonna dans le couloir. Thomas m'ordonna de partir, de ne rien dire à personne. Je cachai le carnet dans ma veste et quittai la salle précipitamment. Mais alors que je refermai la porte derrière moi, j'entendis, à nouveau, ce murmure venu du fond de la pièce. Il les entend encore. Je pris conscience, à cet instant, que Ravenswood cachait bien plus qu'une simple folie. C'était un lieu où les rôles s'étaient inversés, où les malades portaient parfois la blouse blanche. Chapitre 5. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Le vent frappait contre les vitres avec la régularité d'une horloge,
et les tuyaux du chauffage semblaient chuchoter à travers les murs. Depuis ma découverte du carnet, quelque chose avait changé dans ma perception du lieu. Je n'étais plus simplement un observateur venu écrire sur Ravenswood. J'étais devenu une partie du récit. Je me suis levé, incapable de rester couché. Le sol de ma chambre était glacé. Dans le couloir, la lumière vacillait, comme si elle hésitait à m'accompagner. J'ai pris mon carnet et j'ai commencé à marcher, espérant trouver une salle commune, où n'importe qui encore éveillé. Plus j'avançais, plus l'air semblait se densifier. On aurait dit que le silence lui-même avait un poids. En passant devant la porte de la chambre 12, j'ai entendu un murmure. Un son ténu, à peine perceptible. J'ai cru d'abord que c'était le vent, jusqu'à ce que quelqu'un prononce mon nom. Elias. Mon cœur s'est figé. Je me suis arrêté, le souffle court. Je savais que personne ici ne pouvait connaître mon nom. Pas à cette heure, pas dans ce couloir. J'ai reculé d'un pas, mais la voix a continué. Plus claire, presque douce. Ne crois pas ce qu'ils te disent. J'ai voulu répondre, mais mes lèvres sont restées collées. Quand j'ai osé regarder sous la porte, une lumière pâle tremblait à l'intérieur de la pièce. Et puis, plus rien. Silence total. J'ai noté tout ça, comme un réflexe. Chaque mot, chaque sensation, chaque son. Mais en relisant mes notes, j'ai remarqué une chose étrange. Mon écriture n'était pas tout à fait la mienne. Le lendemain matin, j'ai tenté d'en parler au docteur Holloway. Il m'a reçu dans son bureau, toujours avec ce calme déroutant. La pièce était impeccablement rangée, presque trop. Une horloge en bois battait la mesure, comme pour me rappeler que tout ici avait son propre rythme, et que ce n'était pas le mien. « Vous avez l'air fatigué, Elias. Vous dormez mal. » J'entends des voix, la nuit, dans le couloir. C'est fréquent, vous savez. L'isolement, l'architecture du lieu, Ravenswood amplifie tout. Et quand ces voix prononcent mon nom, vous appelez ça comment? Un sourire presque imperceptible a effleuré ses lèvres. Je dirais que vous commencez à comprendre l'endroit. Je n'ai pas aimé sa réponse. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il s'est levé et m'a tendu un petit dossier brun. Vous vouliez écrire un livre, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous devriez commencer par ça. À l'intérieur, une série de rapports d'observation, datés de 1956. Tous portaient le même nom, Edward L. Warren, même initiale que les miennes. J'ai relevé la tête, mais Holloway n'était plus là. Juste la porte du bureau, entr'ouverte, comme si je n'avais jamais été invité. De retour dans ma chambre, j'ai ouvert les rapports un à un. Les premières pages parlaient d'un patient atteint de délire chronique, convaincu d'être un écrivain infiltré dans un asile pour exposer la vérité. Les détails étaient troublants. Le patient décrivait les mêmes couloirs, les mêmes bruits, les mêmes phrases que celles que j'avais notées la veille. Et à la dernière page, il y avait une photo. Un homme aux traits tirés, les yeux cernés, fixant l'objectif comme s'il le reconnaissait. Moi, c'était mon visage. J'ai refermé le dossier, tremblant. Tout mon corps refusait d'admettre ce que mes yeux voyaient. Je suis allé à la fenêtre, espérant sentir l'air du large, mais la brume avait tout englouti. Impossible de distinguer la mer. Impossible même de savoir si j'étais encore sur une île. J'ai pris le carnet que j'avais trouvé dans le tiroir et je l'ai rouvert. La première page, que je croyais vierge, comportait maintenant une phrase « Tu ne peux pas partir tant que tu n'as pas compris ». L'écriture, c'était la mienne. Plus tard dans la soirée, j'ai croisé l'infirmière que j'avais vue le premier jour, celle aux yeux clairs. Je lui ai montré la photo du dossier. « Vous le reconnaissez ?» Long silence. « Ce patient, il a disparu, n'est-ce pas ?»« Non, Elias. Il n'a jamais quitté Ravenswood. » Sa voix était tremblante, et pourtant son regard me perçait comme une vérité qu'elle ne pouvait plus cacher. Il croyait être un journaliste. Et alors, c'est ce que vous croyez aussi, non? Elle a reculé avant que je puisse répondre et a disparu dans l'aile nord. Cette nuit-là, les voix ont recommencé. Pas seulement dans le couloir cette fois. Elles étaient dans la chambre. Elles parlaient toutes en même temps, comme un écho d'histoires superposées. Des phrases sans sens, des fragments de souvenirs.
Tu as promis d'écrire. Tu es déjà venu ici? Ce n'est pas ton premier séjour. Je me suis couvert les oreilles, mais c'était inutile. Le son vibrait dans ma tête, et soudain, le silence. Un silence si total que j'ai cru devenir sourd. J'ai regardé autour de moi. La porte du couloir était entr'ouverte. Et sur la feuille des règles accrochées au mur, une nouvelle phrase était apparue. 7. Quand tu entendras ton propre nom, n'ouvre surtout pas. Et pourtant, quelque chose, de l'autre côté du couloir, murmurait encore. Mon nom. Encore et encore. Elias. Et pour la première fois, je me suis demandé si, au fond, j'étais vraiment celui que je prétendais être. Chapitre 6. Le journal de Ravenswood. J'ai longtemps hésité avant d'ouvrir ce tiroir. Il y avait quelque chose d'instinctif, une sorte de peur animale qui me disait de ne pas toucher à ça. Mais la curiosité, c'est une malédiction. Je crois que c'est ce qui me perdra. À l'intérieur, il y avait un vieux cahier noir, couvert d'une fine poussière, avec un ruban rouge pour marquer la page. Sur la couverture, un nom à moitié effacé. Ravenswood Journal, 1954. Je me suis assis sur mon lit et j'ai commencé à lire. Les premières pages racontaient la routine d'un médecin de l'époque, sûrement le docteur Holloway. Les phrases étaient courtes, méthodiques, presque froides. Le patient 43 refuse de manger. Le patient 21 parle à travers les murs. L'aile ouest reste condamnée. Mais plus j'avançais, plus l'écriture changeait. Les lignes devenaient désordonnées. Et les mots, plus sombres. Ils murmurent quand je dors. Le couloir respire. Je crois que Ravenswood essaie de me parler. J'ai reposé le carnet un instant, le cœur battant. Une brise a traversé la pièce, faisant trembler les rideaux. J'ai cru entendre un chuchotement, très faible. Un mot, à peine audible. « Elias !» Je me suis figé. Non, c'était sûrement dans ma tête. J'avais passé la nuit précédente à relire mes notes, à chercher des explications. Le manque de sommeil commençait à me jouer des tours. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas qu'une hallucination. Quelque chose voulait que je lise ce journal. Et alors j'ai repris, plus vite, comme si la vérité allait s'échapper entre mes doigts. À la page suivante, l'écriture s'était encore dégradée. Des phrases griffonnées, des lettres tordues. Le patient 12 prétend être moi. Il connaît mon écriture, ma voix. Le directeur veut que je reste ici. Il dit que j'ai besoin de repos. J'ai eu un frisson glacé. Patient 12. La même salle que celle où j'avais trouvé les premières archives hier. Je me suis souvenu de cette pièce au mur griffé, de cette odeur d'humidité et de la photo du patient sans visage dans le dossier. Et si ce patient 12 n'était pas fou? Et si c'était lui, le vrai docteur Holloway? Je suis resté longtemps à contempler cette idée. Elle me rongeait lentement. Et tout à coup, j'ai compris ce qui me dérangeait depuis mon arrivée ici. Le personnel ne m'avait jamais vraiment demandé mon nom. Ils savaient déjà qui j'étais. Ils m'appelaient tous Monsieur Warren, mais jamais Elias. Comme s'ils récitaient un rôle, comme s'ils faisaient semblant. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté dans ma chambre, le journal serré contre moi, à écouter les craquements du bâtiment. Chaque bruit de pas dans le couloir me faisait sursauter. Et à un moment, j'ai entendu une voix, très claire, de l'autre côté de la porte. « Elias, tu n'aurais jamais dû venir ici. » J'ai ouvert brusquement. Personne. Juste le couloir vide et l'ombre des lampes vacillantes sur les murs. Mais au sol, juste devant ma porte, il y avait une feuille arrachée du journal. Dessus, un mot, un seul. « Souviens-toi ». Je ne savais plus si je devais avoir peur ou si je commençais simplement à perdre pied. Ravenswood me grignotait peu à peu, morceau par morceau. Et je commençais à comprendre que ce que j'étais venu chercher ici, ce n'était peut-être pas la vérité, mais moi-même. Le dernier enregistrement. Le vent soufflait fort sur l'île, comme s'il voulait emporter avec lui les secrets de Ravenswood. Dans le couloir désert, Elias marchait seul,
son magnétophone serré contre lui. Depuis des jours, il n'avait plus revu le directeur ni les infirmiers. Les patients, eux, semblaient l'observer depuis les ombres. Quelque chose avait changé. L'air était plus lourd, presque étouffant. Il décida de tout enregistrer jusqu'à la dernière seconde. Journal d'Elias Warren, 5e jour à Ravenswood. Je crois que j'ai enfin compris. Sa voix tremblait. Il entra dans la salle d'archives, la lampe à huile vacillante. Les murs suintaient l'humidité, mais sur la grande table de bois, des dossiers ouverts portaient son nom. Des rapports médicaux, des notes écrites à la main, et la photographie d'un homme amaigri, le regard vide. Sous la photo, patient numéro 42, Elias Warren. Il recula d'un pas. Impossible. C'était son visage, son propre regard, fatigué, perdu. Le magnétophone tomba sur le sol, émettant un sifflement parasite. Dans sa tête, les souvenirs se mélangeaient, les cris, les blouses blanches, le bateau qu'il n'avait jamais vu repartir. Avait-il seulement quitté Ravenswood un jour? Il fouilla les tiroirs frénétiquement, cherchant une preuve, une explication. Dans un carnet jaune, il lut une phrase, écrite d'une main qu'il reconnut. La sienne. Si tu lis ceci, Elias, c'est que la boucle a recommencé. Son cœur battait à tout rompre. Il se mit à respirer fort. Ses mains tremblaient. Tout autour, des pas se rapprochèrent dans le couloir. Des silhouettes en blouse blanche apparurent dans l'embrasure de la porte. « Elias, remets-toi au lit. Ce n'est pas l'heure des visites. » La voix douce du directeur résonna dans la pièce, familière, presque apaisante. « Je suis journaliste, vous m'avez menti !» cria Elias. Mais aucun son ne sortit de sa bouche, seulement un murmure, comme un souffle étouffé. 2 infirmiers l'attrapèrent par les épaules, le ramenant doucement dans sa chambre. Il se débattait faiblement, son magnétophone serré contre sa poitrine. Avant que la porte ne se referme, il lança un dernier regard vers le couloir. Un autre homme passait, un bloc-notes à la main. Le nouveau journaliste, sans doute, ou peut-être un autre patient qui, lui aussi, croyait venir écrire un livre. Le lendemain, les infirmiers trouvèrent la chambre vide. Seule la bande du magnétophone tournait encore, diffusant une respiration lente, régulière. Puis une voix, à peine audible, murmurant « Journal d'Elias Warren. 1er jour à Ravenswood. Le bateau vient d'accoster. » Et la boucle recommença.